j'ai noté plein de petites questions, mais le but c'est vraiment qu'on divague, qu'on discute. Je vais commencer par te demander de te présenter un petit peu. Ok. Qui est Pochep Philippe? Ouais. Alors, qui suis-je? Alors, je suis arrivé très tardivement dans le monde. Je parle assez fort. T'es pas obligé de te rapprocher, on peut juste Ah oui, parler d'accord. tranquille. Moi, je suis arrivé très tardivement dans le monde de la bande dessinée, vers 40 ans. Et bon, alors, aujourd'hui, c'est ma profession. Quand j'ai commencé, j'avais un autre travail. D'abord, j'étais dans la fonction publique à la Bibliothèque nationale. Et petit à petit, le dessin a grignoté le temps passé D'accord. à la BNF. Et j'ai fini par lâcher en 2018. J'ai lâché la BNF et maintenant je ne fais que dessiner. Alors je travaille pour la presse et sinon je fais des albums. Et pourquoi j'ai commencé aussi tard? Je faisais de la BD quand j'étais au lycée. Est-ce que du coup il y a une période où t'as arrêté de dessiner? Complètement. Ah ouais. D'accord. Je pense que avec le recul, de toute façon, je pense que c'était pas, je n'aurais pas pu commencer avant. Et heureusement que je n'ai pas tenté des choses avant, parce que objectivement, j'étais pas prêt. Comment ça? Après, pour se lancer dans ce type d'activité. Non, mais même sans forcément en vivre, mais juste par hobby. Non, j'avais pas. Oui, par hobby, mais sorti du lycée, je suis passé par les Beaux-Arts de Bourges à 5 heures, pendant 5 ans. Et là, j'ai fait. Ça ne doit pas être le cas aujourd'hui. Finalement, la BD doit être perçue différemment dans ce type d'école. Mm-hmm. Et, parce qu'elle s'est aventurée sur des chemins graphiques qui sont sortis de toutes les conventions qu'il y avait à l'époque. Je pense que moi c'était à la fin des années 80, début 90. Et les choses commençaient à bouger un peu. Il y avait la création de l'association, ce genre de choses. Il y avait Trudheim, Lapinose. Mais je pense que la BD, elle était encore frappée du sceau du divertissement et du gros nez, enfin franco-belge, etc. Ouais. Il n'y avait pas le manga publié sur papier, il n'existait pratiquement pas. Et c'était pas recevable dans une école d'art. Et donc j'ai fait plein d'autres choses. Pourquoi les Beaux-Arts? Parce que tu n'y avais pas... J'ai suivi au lycée une filière à Troyes, qui doit s'appeler différemment aujourd'hui, mais c'était une filière option art plastique, dessin, histoire de l'art. En gros, je ne savais faire que ça, à peu près, dessiner, mais je ne savais rien faire d'autre. Sorti du lycée, il fallait heureusement qu'il existait ce type d'école pour m'accueillir. Et là, ça m'a ouvert à plein de choses, tant de techniques que d'idées. Donc ça, c'était cool. Mais sorti de ça, intégrer le marché de l'art, soit directement en tant que créateur, artiste. Non, j'avais pas les épaules pour. Et il y a toutes les professions, tous les emplois qui gravitent. Bien sûr. Et ça non plus. Donc mon objectif, c'était de venir sur Paris, ce que j'ai fait. Et après, il fallait vivre. Donc j'ai trouvé des emplois à droite à gauche. Et j'ai fini par arriver à atterrir à la Bibliothèque nationale. Et là, les années sont passées. Et c'est seulement assez longtemps après, vers 35 ans, que je me suis dit, bon, il va peut-être être temps de faire quelque chose, ou l'envie de commencer, de reprendre le dessin. Et de développer des histoires a commencé à réémerger. Ouais. Parce que toutes ces années, t'avais envie de t'y remettre? Non, ça a vraiment été, ça a vraiment été une grosse pause. Très très lent. Et je ne lisais même pas spécialement de BD. Je voyais vaguement ce qui sortait, mais j'avais vraiment décroché là-dessus. Alors que, enfant, ado, et jusqu'au lycée, j'ai dévoré de la BD, tous les classiques. J'ai eu du mal à sortir
des classiques, mais je ne lisais quasiment que ça. Ouais. Et donc, réapparaît l'envie de raconter des choses. Il fallait que je refasse ma main aussi pour que, Bah oui, c'est quand clair. on n'a pas dessiné comme ça pendant des Ouais, années, ouais. C'est comme le vélo. compliqué. Hein, ouais. Et une autre difficulté, c'était que je ne connaissais absolument personne dans ce milieu, ni ceux qui dessinent, ni ceux qui éditent, ni ceux qui gravitent. Donc ça, c'était un vrai frein pour moi aussi, parce que il faut lier des contacts. Parce que, voilà, ne serait-ce que déjà pour montrer ton travail. Et en fait, ce qui m'a permis de sortir de tout ça, c'était que finalement, c'était vers 2007-2008, il y avait, qui a disparu un peu aujourd'hui, elle a été remplacée par d'autres mouvements, elle se passe ailleurs, mais il y avait sur Internet toute la vague des blogs de bande dessinée. D'accord. C'est là que des gens comme Boulet ou Pénélope se sont fait connaître, etc. Et ça, c'était une excellente solution de montrer son travail, tester des choses et petit à petit commencer par le jeu des échanges, des commentaires, etc. De commencer à tisser quelques liens. Et c'est finalement ce qui m'a valu aussi ma première invitation à un événement lié à la bande dessinée. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais il existait le Festiblog. Le Festiblog, c'était le festival des blogs de bande dessinée qui avait été créé par Yannick Lejeune et Mike Seno. Je crois qu'on dit Seno ou Cesno, je ne sais plus. Et j'y suis allé en 2009 et c'était la première fois que j'ai rencontré d'autres dessinateurs. Alors, c'était un petit festival, mais les gens qui étaient là, souvent, personne n'avait de véritable publication. Donc, on dédicaçait sur des bouts de papier, mais les gens venaient. Et ceux qui avaient déjà une formidable audience, ils avaient déjà des dizaines et des dizaines de personnes qui attendaient d'avoir une dédicace. Et puis il y avait ceux comme moi ou d'autres qui avaient une audience beaucoup plus modeste. Donc on avait moins de monde, on avait largement le temps de dédicacer, mais c'était très sympa. Parce que là, pendant 2 jours, je crois que ça durait vraiment 2 jours, 3 jours, je ne sais plus. C'était vraiment l'occasion. Il y avait une soirée ensuite pour les auteurs après. C'était vraiment l'occasion de croiser d'autres dessinateurs, de penser à des projets communs. Et puis gravitaient aussi autour de ça certains éditeurs qui venaient voir voir ce qui se faisait un peu. Exactement. Donc ça a été vraiment la première porte active sur la bande dessinée. Et puis après, les choses se sont mises en place doucement. J'ai commencé à travailler avec il y a eu un moment important, c'était, alors je ne sais pas si toi tu as connu ça a dû commencer en 2011, je crois, ça s'appelait Les Autres Gens. C'était un feuilleton numérique créé par Thomas Cadden. Thomas Cadden qui lui est scénariste de bande dessinée aujourd'hui et qui a monté ce concept de feuilleton. C'était vraiment un feuilleton quotidien, c'est-à-dire tous les jours, c'était sur abonnement. C'était aussi une expérience de BD numérique et comment la BD sur le net peut vivre et faire vivre aussi les gens qui la produisent. Donc c'était un système d'abonnement. Et il y avait un épisode du lundi au vendredi. Et ça représentait, à chaque épisode, c'était l'équivalent de au moins 5-6 pages de bande dessinée. Donc à l'échelle de la semaine, ça faisait beaucoup. Enfin, je pense qu'on en avait vraiment pour son argent. Et puis c'était le principe du feuilleton. On croise tout un tas de personnages et il leur arrive des choses. Donc des fois il y a des cliffhangers. C'était assez enthousiasmant à suivre. Alors la difficulté
c'est de produire un épisode tous les jours. Donc Thomas, lui, écrivait. Après, il s'est fait, à la longue, il y a eu 2 saisons. Donc la première saison a dû durer, je crois, 1 an et demi. Et puis la deuxième saison, il y a eu une interruption de 2 mois. Et la deuxième saison a dû encore quelques mois. Pas aussi longtemps, mais encore quelques mois. La première saison a été éditée plus tard par Dupuis, en gros volume. Et donc pour produire un épisode par jour, mais il fallait beaucoup de monde. Donc il y avait, à la fin, on a dû être entre ceux qui ont dessiné un épisode et ceux qui en ont dessiné plusieurs. On a dû être 120 ou 130 dessinateurs à se croiser. C'était vraiment super. Ça a donné lieu à une exposition où on s'est retrouvé plein de dessinateurs et à quelques soirées. On n'a jamais été tous réunis, c'est impossible parce qu'il y en a qui étaient aux 4 coins de la France, il y en a même qui devaient être à l'étranger, mais on a eu des occasions comme ça de se retrouver et c'était vraiment super. Donc ça aussi, ça a été une très bonne expérience et une très bonne fenêtre. Et alors moi, dans le cas des autres gens, j'ai fait un épisode, je vais qualifier classique de la série. C'était quand même une approche assez réaliste et toute une machinerie derrière parce que y a des personnages qui existent. Donc moi j'ai dû commencer par l'épisode numéro je ne sais pas combien. Donc d'un seul coup, on me donne un cahier des charges monumental. On va dire Mathilde, elle a les cheveux longs et elle est brune. Son père Henri, il est habillé comme ça, il a une barbe parce que au premier épisode il a été dessiné comme ça. Donc chaque épisode ouvrait sur, on voyait le casting, on voyait Henri, Mathilde. J'ai oublié le nom, Manu, j'ai oublié le nom des autres personnages, comment ils allaient plus spécialement être représentés dans cet épisode. Et ensuite l'épisode se déroulait. Je possède encore sur un disque dur, je ne sais pas où, je sais que j'ai encore tous les fichiers, donc ça je peux te les retrouver. Donc j'ai fait un épisode donc, classique qui a été assez douloureux pour moi parce que j'ai essayé je ne suis pas allé dans cette veine comique qui me caractérise aujourd'hui et j'ai voulu faire des personnages qui avaient un peu plus un aspect semi-réaliste, un peu plus d'aplomb. J'ai fait le taf quand même, mais l'expérience a été assez douloureuse. Et heureusement, Thomas Cadenne a vu que c'était pas là-dessus que j'étais le meilleur, mais il m'a confié ensuite chaque fois que un mois, donc il y avait un mois de publication, et quand commençait un nouveau mois, le premier jour du mois, c'était un résumé qui était confié à quelqu'un. Et ce résumé, il avait la particularité d'être comique. Donc on confiait à quelqu'un qui était plutôt à l'aise avec ce registre, et on pouvait on collait à peu près à l'histoire, mais c'était souvent un exercice de style. On est nombreux à l'avoir testé et c'était l'occasion de délivrer quelque chose qui replaçait en gros les personnages, mais quand même de très rigolo. Avec une liberté un peu... Complètement, liberté de ton complète. Donc ensuite Thomas, lui, m'a confié régulièrement des résumés à faire. Donc là-dessus, j'étais vraiment à ma place, tout allait bien. Et j'ai testé des choses sous forme de visuels de jeux vidéo, sous forme de visuels d'applications sur téléphone. Enfin, je me suis vraiment amusé. Et la dernière étape avec Lag, c'est que quand la coupure entre les 2 saisons, il m'a confié les clés de la boîte, en quelque sorte. Et il m'a dit, ok, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux tout l'été sur le site. Et j'avais créé ce qu'on a appelé après Lag Mag. Lag, c'est les autres gens. Et Mag Magazine, c'était le magazine des autres gens, où je racontais un peu les coulisses de la série, comment travaillent les gens, et je parlais aussi des lecteurs, c'est-à-dire comment ils perçoivent la série, etc. Donc c'était par petites séquences. Et alors le but aussi, j'avançais toujours dans ce registre
comique et un peu moqueur. Donc je me moquais des dessinateurs, je me moquais de la série, je me moquais des lecteurs, dans le sens où je voyais bien qu'il y avait quelques travers dans la série, et je les grossissais sur le fait qu'on ne reconnaisse jamais les personnages, qu'on ne comprenne pas qui est qui, voilà, la difficulté pour les dessinateurs de livrer des épisodes comme ça à toute vitesse, les caractéristiques des fois de dessin d'un dessinateur qui utilise des fois des couleurs un peu plus flashy, enfin, tout y est passé. Et finalement ça a bien fonctionné, ça a bien plu, et sur la deuxième saison, il m'avait commandé, en plus de certains résumés, un lag mag par mois. Donc j'ai pu tenir toute une saison. Après, heureusement, ça s'est arrêté. Je pense qu'au bout de... si ça avait continué, je me serais épuisé, ou ça allait devenir très répétitif. Mais, voilà. Mais en tout cas, ça a été une parfaite vitrine pour moi, fort sympathique. Et ensuite, je crois que j'ai commencé à travailler avec Fluide Glacial. Et oui, alors voilà, je travaille toujours régulièrement avec la presse, Topo, la revue dessinée. Et à côté de ça, je fais mes albums. T'as pas travaillé pour Libération Non, ça, le bouquin qui vient de sortir, c'est pas en collaboration avec Libération. Ça parle de Libération. D'accord. C'est fait avec des anciens de Libération, mais c'est une commande de Casterman à ces deux anciens de Libé, où il leur a été demandé de raconter. Ils étaient dans les années 80-90. Gérard Lefort et Marie Coleman, qui étaient au service culture, et on m'a chargé, moi, de mettre en image ça, de travailler avec eux et de mettre en image. L'illustration en France, c'est quand même pas... c'est pas le top, quoi, c'est pas le rêvé. Et est-ce qu'il y a eu un moment de bascule où t'as attendu que l'illustration soit un minimum rentable avant de te lancer, parce que sinon c'est un peu tu vas dans l'inconnu, ou tu t'es dit non. Oui, vraiment ça s'est fait. Moi je suis quelqu'un de peu aventureux, très frileux, donc il m'a fallu un temps fou pour déjà la première étape était assez facile, c'est-à-dire j'étais moi dans la fonction publique, le dessin par la presse, par Fluide, commencer à faire un album par-ci par-là où tu touches une avance, demander à la fonction publique, à ton employeur, là en l'occurrence la Bibliothèque nationale, de passer à 80% pour se réserver un jour par semaine pour dessiner, ensuite passer à 70%, etc. Ça c'était très facile, et ça me permettait de sortir petit à petit de la BNF, et puis de voir que le dessin pouvait me rapporter quelque chose. D'accord. Donc ça c'était important. Et me donner aussi du temps, un peu plus de temps pour dessiner, parce que c'est ce qui manquait aussi. Donc ça c'était l'étape la plus facile. Ensuite, vraiment se dire, je lâche la sécurité de l'emploi, etc., pour aller, je vois bien, au moment où je suis complètement devenu dessinateur, il y avait déjà ce débat sur le revenu des auteurs, la difficulté, ceux qui travaillent et qui se retrouvent finalement sous le seuil de pauvreté. Il y avait tout ça. Alors moi j'avais eu de la chance là finalement une de mes chances aussi, c'est de travailler régulièrement avec de la presse, parce que la presse paye plutôt bien. Et si j'arrive toujours à jongler entre la presse et un ou deux chantiers d'albums, ça va, ça fait largement mon année, tout va bien. Ce qui a accéléré un peu le mouvement, c'était aussi, je crois que c'est en 2017, où j'ai travaillé pour Arte, où je faisais des micro-animations, c'était pour animer leurs réseaux sociaux, où je faisais des micro-animations en rapport à leur programmation histoire. Donc on me demandait des petits programmes humoristiques de 1 minute 30 à 2 minutes. C'était vraiment de l'animation sommaire, c'était plus une accumulation de gifs animés sur lequel j'ai appris et je faisais je leur livrais un programme fini.
techniquement terminé. Ils étaient prêts à le poster sur leurs différents réseaux. Donc j'ai appris d'un seul coup à faire des petites vidéos sur Photoshop et même à faire un petit montage son, à coller de la musique et des bruitages. T'étais tout seul dans la chaîne des productions? Complètement. Ils m'ont montré, j'ai demandé au début à droite à gauche, on m'a renseigné un peu, mais après j'y allais franco, c'était amusant. J'ai fait 2 saisons avec eux et c'était très bien payé. Donc à ce moment-là, j'ai vu que mes revenus du dessin dépassaient largement ceux que, surtout qu'à l'époque, je ne travaillais plus qu'à mi-temps à la BNF. Donc je me suis dit, ok, tu vas faire la chose que tu rêves de faire. Et puis surtout, tu vas commettre quelque chose. Le fait de lâcher cet emploi pour sécuriser pour quelque chose, c'est pas moi, Bien sûr, ouais. Donc là, tu vas faire un saut dans l'inconnu, sachant que j'avais quand même balisé quand tu peux ne pas forcément. Je n'ai pas démissionné, c'est-à-dire j'ai pris ce qu'on appelle une dispo. Une dispo, c'est-à-dire que tu te mets en retrait de la fonction publique pendant un certain temps. Tu ne touches pas de salaire, rien du tout. Sûr, ouais. Mais si jamais tu changeais d'avis, tu peux leur dire je reviens. Tu ne vas pas forcément récupérer le poste que tu avais, mais tu reviens dans la fonction publique et tu retouches ton salaire, etc. Donc j'avais ce garde-fou. Donc j'avançais, toi, quand même sur un truc assez sécurisé. Alors sécurité que j'ai perdu parce que comment on appelle ça, la dispo, il faut la renouveler. Je l'ai fait une fois, puis après j'ai oublié. Donc je pense que j'ai dû être radié des trucs, mais pour l'instant, le dessin ça marche bien. Ça, c'est pas prévu de revenir à la BNF. Voilà, d'autant plus que si jamais ce parcours dans la BD se passait mal, il faudrait que je fasse autre chose, mais dans ce cas-là, je ne retournerai pas à la BNF et dans la fonction publique, parce que le sentiment d'échec serait encore plus grand. Donc je ne sais pas quoi faire, autre chose ailleurs, mais je ne peux pas retourner de là où je viens, c'est pas possible. Donc pour l'instant, dans la BD, ça va, donc j'espère que ça va durer. Après, des fois je me dis, c'est fou parce que là je vais avoir 55 ans, et je me dis, mais putain, il faut que je tienne encore quelques années quand même, et je me dis, mais dans 10 ans, qui voudra encore des dessins? Qui voudra encore de mes dessins? J'en sais rien, je sais pas, mais des fois je me dis, j'ai tellement l'impression d'avoir toujours un style conventionnel, une approche graphique qui n'a rien d'exceptionnel. J'aimerais parler de ton influence graphique, ton style, comment c'est, ton esthétique, comment c'est arrivé, si tu as des influences, si... mes premières influences, elles sont vraiment du franco-belge typique, c'est-à-dire que enfant, et en plus quand je recopiais ces dessins-là, c'était vraiment Lucky Luke, Tintin, Astérix, surtout Lucky Luke, j'avais vraiment une admiration, j'étais amoureux de ce personnage, amoureux de ce dessin, donc je pense qu'il y a beaucoup le dessinateur c'est Maurice, et je pense qu'il y a beaucoup de Maurice dans mon dessin aujourd'hui. J'ai lu Franquin, oui, et le premier bouleversement, je me souviens qu'à 13 ans, j'étais pas prêt, mon œil n'était pas encore prêt pour accepter d'autre chose qui soit ce fameux franco-belge. Un oncle m'avait offert La balade de la mer Salée, de Corto Maltese. Enfin, une aventure de Corto Maltese, dessinée par Hugo Pratt. Et j'ai détesté sur le moment. Ah ouais? Je ne comprenais pas ce dessin, je ne comprenais pas cette forme d'histoire. Ouais. Ça a été vraiment... Non, c'était... Tout est bon. J'étais pas prêt à voir, à recevoir autre chose. Le premier bouleversement, il est venu au lycée, où là, on a commencé à me faire lire Fluide glacial. Ça a été une première ouverture vers d'autres formes. Et encore, des fois pas toujours de manière évidente. Par exemple, Gossens,
qui pour moi est aujourd'hui c'est une référence absolue, je l'adore, et c'est un travail qui tient sur la longueur, etc. J'adore son humour, j'adore le dessin qui va avec. Et les premières fois que j'ai lu Goscinz, je n'ai pas compris, j'ai détesté aussi. Et il y a eu ce déclic qui a fait que maintenant je l'aime par-dessus tout. Et après, je pense que j'ai lu beaucoup de choses aussi après. Puis après, j'ai découvert le manga aussi, où je sais que j'adore le dessin de Winchloos en période Monsieur Ferraille, Okay. etc. Et ça, c'est des choses qui ont dû... Winchloos, c'est sûr qu'il a réussi à imprégner un peu mon dessin. D'accord. Et que quand je travaille encore aujourd'hui, des fois, je repense à des pages ou des cases particulières de ce qu'il a pu faire. Et oui, après, il y a il y a plein de choses que j'adore dans la BD et qui ne sont pas forcément... comiques ou d'expressions comme ça, spontanées, mais qui ont plus de mal à m'imprégner. Oui. Je pense que ça se sent moins, ma main restitue moins ça. J'ai l'impression que mon travail évolue, heureusement. Il a aussi beaucoup évolué grâce à des changements d'outils. Et qu'aujourd'hui, je me sens parfaitement bien avec mon dessin. Je travaille tout en numérique, tout sur iPad, et ça a totalement libéré mon trait, je crois. Et est-ce que tu dessines encore purement pour t'amuser ou pour juste oui. De l'observation ou au traditionnel, ou c'est vraiment quand même sur iPad? Observation assez peu, souvent ça m'arrive encore, mais pas vraiment. Après, comme je suis quand même assez lent, et que j'ai régulièrement des chantiers, donc j'ai finalement assez peu l'occasion de sortir de ce rythme de travail. Après, il y a ce que je publie quand même, et c'est un format que j'aime bien et qui me vient finalement des blogs, ce que je publie encore de temps à autre sur Instagram. Ces notes en quelques vignettes qui t'obligent quand même à avoir une écriture particulière. Ça, c'est quelque chose, je ne suis pas forcément tenu de le faire, mais j'adore le faire et j'essaie de continuer à le faire. Et d'ailleurs, il y en a une bonne partie, alors ça c'était le deal que j'avais passé avec les éditions exemplaires, il y en a une partie qui ont terminé dans l'album Un homme d'intérieur. On va y venir. Et c'est un album que j'adore. Justement, et du coup, Un homme d'intérieur, c'est quoi? Du coup, Un homme d'intérieur, c'est alors, il est lié aux éditions exemplaires. Les éditions exemplaires, elles ont été créées par Lisa Mandel, et c'est une espèce de machine hybride entre l'édition classique, parce que exemplaire, tu veux faire un livre avec exemplaire, tu vas disposer de tous les outils que peuvent t'offrir une maison d'édition. Si tu as besoin d'un correcteur, correctrice, exemplaire peut te fournir ça. Si tu as besoin de quelqu'un pour construire la maquette de ton album sur les logiciels appropriés, exemplaire peut te proposer ça, etc. Il propose aussi ensuite la logistique d'envoi d'album suite aux précommandes, etc. Donc c'est vraiment une machine. Là où ça relève de l'auto-édition, c'est quand toi, sur ton projet, tu vas t'adresser à ta communauté et leur demander de te suivre sur ce projet et de t'aider à le financer. Donc c'est pas la partie la plus simple, parce que d'un seul coup, tu dois te transformer en commerçant. Bien sûr. Et tu dois parler d'argent. Et tu dois parler, enfin, il faut penser à 1000 choses. Je pense que quand moi, ça remonte à 1 an, le financement que j'avais lancé pour Un homme d'intérieur, j'ai souffert parce que tout n'était pas prêt, etc. Et puis il faut sans cesse revenir, refaire appel aux gens, reparler argent, etc. Et finalement, à la fin,
est sorti ce bouquin. Est-ce que tu avais du coup atteint ton quota de... Généralement, il y a un plateau à atteindre. Le premier plateau qui est fixé à peu près pour tout le monde, il est de 10 000 euros. En gros, tout le monde... À 10 000, le bouquin se fait. Okay. Et pour l'instant, il n'y a pas eu d'échec, je crois pas. Il y a eu des fois quelques difficultés pour arriver aux 10 000, mais il n'y a pas eu d'échec. Et puis, il y a eu des... donc 10 000, tu sais que ça va se faire, et après, tu essaies d'engranger le plus possible pour que déjà ton album soit imprimé dans un plus grand nombre d'exemplaires et donc de fait lu par un plus grand nombre de personnes. Le but c'est quand même qu'il y ait un maximum de gens. Mais la première étape, tu t'adresses vraiment aux gens de ta communauté. Donc moi, ma communauté numérique, elle n'est pas énorme, mais dans ceux qui sont passés chez Exemplaire, des gens comme Boulet, qui ont récolté des sommes phénoménales et qui, dès la fin du financement, avaient plusieurs milliers d'exemplaires déjà réservés. C'est en deux temps. Il y a le financement, et après, de toute façon, comme on imprime toujours un peu plus, il y a mon bouquin, il est sorti en avril, c'est-à-dire ceux qui l'avaient précommandé l'ont reçu en avril, mais là, je continue à en vendre toutes les semaines. Les gens continuent à en acheter sur la boutique. Et du coup, il est disponible qu'en boutique? Il est disponible sur la plateforme Exemplaire et aussi de plus en plus dans les librairies. D'accord, ouais. C'est-à-dire au début, non. À sa sortie, il devait être dans une ou deux librairies, parce que là, c'est les libraires qui doivent s'en emparer et faire en sorte qu'ils soient présents dans leur magasin. Et là, je vois qu'avec les semaines passant, les mois passant, le mien, comme celui des autres, et on est tous bien représentés à travers tout le territoire. Et aussi, ça c'est la mission première d'Exemplaire, c'était aussi, pourquoi Lisa a mis tout ça en œuvre, c'était aussi pour assurer un meilleur revenu pour les auteurs. Ouais. Bien sûr. Pour ceux qui vont faire les livres. Puis donc, donner l'opportunité à des créateurs qui n'ont pas la... Alors là aussi, c'était en deux temps. Alors, sur les pourcentages, parce qu'on va dire, en arrondissant les chiffres, dans l'édition traditionnelle, c'est plutôt de l'ordre de 10% qui vont te revenir. Et là, avec Exemplaire, alors, bien sûr, parce qu'il y a quand même une masse de travail assez considérable, oui, c'est clair. Mais te revient environ 35%. Donc rien à voir. Et la première année d'Exemplaire était un peu particulière aussi, parce que Lisa, se lançant et demandant et voulant que cette structure vive, elle a d'abord lancé un premier financement où elle a expliqué les contours d'Exemplaire. Et elle a dit, si vous voulez participer, donnez, allez-y. Et en plus, ce que vous allez donner, ça va servir à construire cette plateforme, une plateforme de financement, c'est-à-dire Exemplaire ne passe pas par Ulule ou Kickstarter, ou je ne sais plus quels sont les noms de ces plateformes. Elle a sa propre plateforme. Et voilà. En soutenant cette plateforme, en soutenant Exemplaire, les gens avaient des bons d'achat pour les futurs albums qui n'existaient pas encore, mais qui allaient être fabriqués par Exemplaire. Et là, il lui fallait quand même une vitrine. Donc elle a demandé autour d'elle, à des auteurs qu'elle connaissait, si on voulait bien, donc Anouk Ricard, Guillaume Long, Thibaut Soulcier, Aurélien Fernandez, Théo Grosjean, Boulet aussi a participé dans la première année. Donc c'était un peu... vous pouvez déjà pré-réserver les albums qu'un tel ou un tel vont faire dans l'année. Alors d'ailleurs Lisa, quand elle m'a parlé de tout ça, au début je n'ai absolument rien compris à ce dont elle parlait, mais j'ai dit ok, bon coup, moi je veux bien. Et c'est vraiment après, d'un seul coup, le premier financement s'est bien passé, c'est-à-dire Exemplaire existait, et ensuite les premiers albums ont commencé à se faire. Celui qui a ouvert le bal, c'était Thibaut Soulcier. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que j'allais, moi, devoir faire aussi dans l'année un album, et que j'allais devoir penser à tout ça. Et
donc là j'ai un peu paniqué, mais ça m'a permis de commencer à prépublier cette histoire, ce récit composite d'un homme d'intérieur, et finalement à la fin de le proposer, de faire ce livre que moi j'aime beaucoup. Donc c'était un peu improvisé, Ouais, c'est ça. il y a eu des moments de panique. Et parler de toi, ça a été... ça t'a paru comme naturel, ou tu t'es dit, parce que tu aurais pu partir sur une histoire, une fiction? Ah non, oui. Alors là, ça m'a paru, c'est un peu... là aussi, c'est peut-être une déformation de... Quand j'ai abordé la bande dessinée via les blogs BD, on était souvent sa première matière première. Parler un peu de soi. Donc ça, c'est... Alors, tout le monde ne faisait pas ça, mais moi, j'ai commencé comme ça. Donc, et même quand j'ai fait des choses chez Fluide Glacial, ça m'est arrivé parfois de parler de moi. Pas exclusivement, mais parfois. Disons que j'alterne souvent des projets où je parle de toute autre chose. Soit je suis tout seul aux commandes et je mets tout en place, ou soit je collabore avec un historien, sociologue, etc. Et puis, des fois, hop, ça revient à moi. Donc là, Un homme d'intérieur, c'était comme une sorte d'autoportrait. Un peu bricolé, un peu... il y a des touches de vrai, puis il y a des touches complètement n'importe quoi. Mais ce format, cette prépublication et ce format en épisode court, c'est quelque chose que moi je maîtrise assez bien. Ouais. J'ai beaucoup plus de mal sur les récits qui sont de plus grande envergure. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, quand ça m'arrive, je ne suis pas seul aux commandes. Des gens qui écrivent pour moi ou qui m'apportent de la matière première. Mais sur le format court, je suis assez à l'aise. Surtout qu'en plus, je trouve que c'était une bonne façon de faire de la pub de ton projet. Tu vois, on a une histoire qui sort, elle sera dans le livre, mais on a un petit bout un avant-goût. La prépublication, c'est pas nouveau, ça existe. Ça a longtemps été quand il y avait beaucoup de titres de presse. Maintenant, il y en a beaucoup moins. Il reste Spirou, il reste Fluide Glacial, mais à un moment donné, une énorme partie de la bande dessinée qui était d'abord prépubliée avant de finir en album. Donc le fait de lire déjà une aventure découpée comme ça dans la presse, c'était une façon de faire très courante. Donc là-dessus, on n'a rien inventé en prépubliant. Là, c'est prépublié en ligne, mais c'est un système vieux comme la bande dessinée. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets, du coup des projets Donc là, je suis sur la fin de la promo du bouquin chez Casterman autour de l'IB. Dans un mois environ, j'ai fait un volume dans la collection BDQ qui va sortir, et qui se passe pendant la préhistoire. Et ensuite, je continue avec Topo. J'avais un peu abandonné Fluide parce que j'étais un peu débordé, mais là, j'ai rediscuté avec eux. Je vais essayer de leur reproposer des choses dans les semaines et mois qui viennent. Et sinon, j'ai chez Delcourt un bouquin qui va faire, je sais pas, 120 pages, 120, 130 pages, et qui est là, cette fois, je travaille avec un sociologue, et ça sera l'histoire de l'homosexualité en France au 19e et 20e siècle. Donc lui a commencé à me livrer de la ressource. Voilà. Et là, je me retrouve confronté dans la même situation où là, c'est Antoine Didier, le sociologue. Avant, c'était Gérard Lefort, Marie Coleman, les journalistes. Encore avant, c'était Jérémy Foal, un historien. Après, encore avant, c'était David Le Breton, un sociologue. Ils ne sont pas scénaristes, donc ils ne me livrent pas un scénario au sens strict du terme. Il n'y a pas écrit page 1, case 2, etc. Et donc, ils ont un peu chacun leur manière de faire. Le point commun entre tous, c'est que on me donne... donc, l'éditeur a fixé un cadre, qui a un certain nombre de pages, et eux, souvent, et là c'est déjà le cas avec Antoine, alors qu'il n'a pas encore terminé d'écrire tout ce qu'il a à dire, j'ai de quoi faire 3-4 albums. Donc là, je rentre... La première phase, c'est il y a un jeu de ping-pong avec eux pour dire
on a beaucoup trop, il va falloir sabrer là-dedans, qu'est-ce qu'on garde pas, et aussi en amont aussi là j'essaie avec ceux qui viennent travailler avec moi, c'est de leur dire ok, c'est pas une conférence à la fac face à une assistance, etc. Là on doit utiliser un peu les ressorts de la bande dessinée, donc on va essayer d'incarner tout ça. Donc, est-ce qu'on va créer des personnages qui vont nous conduire et qu'on va suivre pendant tout le récit. Donc là, c'est avec eux aussi, je dois trouver des solutions. Et voilà, et qu'ils condensent leurs propos et aussi, si possible, qu'ils m'assistent sur la création des dialogues, ce genre de choses. Ok. Et du coup, c'est un projet quand même sur le assez long terme, ça, parce que c'est quand même super, Oui, assez conséquent. Après, c'est toujours tout. L'IB, ça s'est fait très vite, mais j'avais un peu plus de temps au début, disons que j'avais quasi 1 an pour le faire, et finalement je l'ai fait en 6 mois. D'accord. Je veux pas me retrouver aussi compressé par le temps pour celui-ci. Là, je commence, bientôt on se revoit pour justement préciser tout ça, mais j'espère en novembre, décembre avancer sur une bonne partie du board, du découpage et du board, pour ensuite avoir, c'est quelque chose que je vais devoir livrer en mai, et avoir quand même de janvier à mai pour dessiner ces 120 pages, ça va. Ok, ouais. Ouais, là, ça va. Et sur le projet BDQ, là, est-ce que tu peux nous en dire un peu, sans trop, enfin je pense que t'as peut-être des... Le BDQ, alors c'est une collection qui était initialement éditée chez les Requins-Marteaux, qui a été initiée par Ciseaux et Felder, qui ont longtemps travaillé avec les Requins-Marteaux et qui travaillaient aussi pour la revue Ferraille, il y a une quinzaine d'années. Et donc, c'est un exercice de style, c'est-à-dire au début cette collection parodie un peu. Elle a des accents parodiques, de par son format, son esthétique. Ça fait référence à toutes ces publications un peu cheap qu'il y avait dans les années 60-70, qui n'étaient pas forcément toutes érotiques ou pornographiques. C'était vraiment des fois des récits d'aventure, beaucoup de western, de la SF, mais pas de toujours de très bonne qualité, ne serait-ce que d'un point de vue de la fabrication. Ça coûtait pas cher, voilà. Et donc cette collection, par contre, il y a une thématique, comme le dit son nom, c'est BDQ. Après, chacun s'empare du thème ou du sujet comme il l'entend. Il y a certains auteurs où finalement il y a très peu de cul dans leur récit. Oui. Et voilà, là il le confie à quelqu'un. Il y a déjà eu un très beau casting dans cette collection. Et donc là, moi, on en avait déjà discuté il y a au moins 4 ou 5 ans. Et après, c'est le temps toujours qui m'avait manqué pour le faire. Et à un moment donné, on s'est dit, on a fixé une date en dur. Donc c'était la sortie le 18 novembre. Donc il fallait impérativement que je rende à la fin de l'été. Et j'aurais dit, ok, je tiendrai les délais. Donc dès que j'ai eu fini le bouquin pour Casterman sur l'IB, j'ai enchaîné tout de suite sur le BDQ, mais on avait déjà arrêté. J'ai improvisé beaucoup parce que c'est la manière que je préfère pour dérouler un récit comme ça, quand je suis tout seul aux commandes, mais on avait quand même arrêté une thématique, donc on savait comment ça allait s'appeler, que ça allait se dérouler pendant la préhistoire. On avait déjà placé quelques... Ok, ouais. Donc après, ça sortira quand ce livre? Le 18 novembre, et il y aura une séance de lancement au Mont-en-l'Air, la librairie Le Mont-en-l'Air, vers Ménilmontant, le 17 novembre au soir. Ok, ça marche, très bien. Bah, je sais pas si j'aurai le podcast. Tu es obligé de venir. Ok, bah je serai là. Ok. Bulge. Bulge, c'est il existe 3 numéros. Alors, est-ce que j'en ferai d'autres? Je ne sais pas. Initialement, je m'étais fixé 3 numéros. Ah oui, sans doute le temps passant, c'est-à-dire là, j'en ai sorti un par an pendant 3 ans. Et moi, c'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs.
à la base, c'est une publication, c'est une parodie de publication homoérotique. Dans les années, jusqu'au début des années 2000, il y avait énormément il y avait une imagerie érotique qui était sur papier. Donc qu'on pouvait trouver dans les kiosques, etc. Et ça a disparu. Alors moi, c'est pas par nostalgie que je l'ai fait, mais comme j'avais peut-être un peu décousu ce que je dis, mais Bulge au début n'apparaissait qu'à travers des fausses couves que j'avais des fois glissées ça et là dans certaines de mes bandes dessinées pour Fluide Glacial. Et à force de faire ces fausses couves sur lesquelles donc ça parodiait déjà, les couves parodiaient les unes de ces magazines homo-érotiques. Et je me suis dit, ça serait tellement bien que Bulge existe au moins une fois. Donc je me dis, comment faire ? Bon, je vais le faire moi-même. Aujourd'hui, en ligne, il y a plein d'imprimeurs sur le net qui peuvent vous faire des bouquins ou des reliures de très bonne qualité pour pas trop cher encore. Donc j'avais posé la question à Jeff Pourquier, qui lui lançait à peu près au même moment sa revue Rita. Donc on est passé par le même imprimeur en ligne. Et alors ensuite, quoi mettre dans Bulge ? J'entends bien que l'imagerie homo-érotique ne va pas forcément intéresser tout le monde. Donc c'était aussi de m'appuyer sur mon savoir-faire à moi, c'est-à-dire je fais aussi de la BD, donc j'allais aussi mettre de la BD dans Bulge, et vu que je suis entouré de dessinateurs et d'illustrateurs, c'était aussi leur ai posé la question, est-ce que vous voulez bien et tout le monde était à jouer le jeu très volontiers, et ils avaient aussi carte blanche, et j'ai reçu de très belles illustrations. Et il y a eu Bulge 1. Après Bulge 1, j'ai vite compris que un seul numéro n'allait pas suffire à me contenter. D'accord. Et aussi à montrer tous les travaux des gens qui m'entourent. Avec le 1, des gens m'ont contacté avec le désir d'apparaître s'il y avait un Bulge 2 ou un Bulge 3, etc. Tu t'es dit que on pouvait aller plus loin, quoi. Voilà. Alors après, ça reste modeste parce que c'est un tirage de 650 exemplaires par numéro. Mais après, moi, je dois assurer toute la logistique derrière, c'est-à-dire j'ai une page boutique où j'en vends pas mal, je dois en vendre à peu près un tiers comme ça. Et après, c'est des placements dans des librairies. Alors là, c'est les libraires qui font la démarche et qui me demandent est-ce que je peux avoir quelques numéros de Bulge. Et la librairie LGBT de Paris, Les Mots à la Bouche, eux, ils m'en passent plusieurs, genre 150, 200. Et sinon, c'est plus confidentiel, c'est 10 numéros laissés à tel endroit, 10 numéros à un autre endroit. Et la difficulté étant quand c'est une librairie. Alors pourquoi les libraires des fois me les demandent ? C'est parce que au casting, j'ai quand même du très beau monde. J'ai quelques noms quand même bien connus de la BD, donc ça voilà. Donc c'est vraiment des hommes, des femmes, des homos, des hétéros, des vieux routiers de la BD, comme des gens tout nouveaux, des étudiants, etc. Donc c'est vraiment un gros mélange, mais je pense qu'il y a graphiquement c'est quelque chose qui présente un vrai intérêt, parce que c'est un regard bien particulier sur le corps masculin, et il y a des expressions graphiques qui sont quand même très très bien. Ouais. Et du coup, le seul regret pour Bulge 2 et Bulge 3, parce que dans le 1, il y avait quand même, j'avais mis une BD, il y avait 2 BD, alors qui étaient de moi, mais il y en avait même une qui faisait 12 pages, et c'est toujours une histoire que j'adore. Je ne sais pas si tu l'avais lu. J'avais tout lu. Et c'est qu'il n'y ait pas eu assez de BD dans les 2 et 3. Je refais un nouveau numéro de Bulge plus tard. Je vais attendre un peu, parce que là j'ai quand même pas mal de chantiers qui m'attendent. Mais je voudrais qu'il y ait au moins 2 tiers de bande dessinée.
Donc moins d'illustrations Ouais. et revenir avec beaucoup plus de, de, de récits. Maintenant, il faut que je m'entende avec différents auteurs, parce que l'économie de Bulge est quand même très fragile. C'est-à-dire, je ne paie personne, mais même pas moi. C'est-à-dire, le but aussi, c'est que Bulge ne coûtant pas très cher, la vente couvre l'impression. Et voilà. Mais comme je ne paie pas mes auteurs, je ne vais pas moi me payer. Bien sûr. Donc voilà. Mais si la formule évolue, il faudra peut-être trouver un moyen que je rémunère les gens d'une manière ou d'une autre les pages qu'ils vont me fournir. Mais si je pouvais avoir plusieurs auteurs qui me font des histoires de 5-6 pages, je pense que ça permettrait de bien relancer, de bien renouveler le concept, parce que faire un numéro 4 toujours de la même manière, je pense que ça m'intéresserait moins. Ouais. Voilà, ouais. Donc à voir. Pas de certitude pour l'instant, mais à voir. C'était vraiment le truc de. Enfin, j'en suis à la galerie, tout le monde. Ah oui, ça c'était aussi un vrai truc que j'adore. Le 3, ça a été un événement. Quand il y a ces soirées de lancement là, c'est que. Alors, il y a des lecteurs qui viennent et qui discutent avec des auteurs, et aussi beaucoup d'auteurs ne se connaissent pas entre eux et se rencontrent à ce moment-là, et rien que ça, je trouve ça magique. Ça c'était génial, ouais. C'est de faire des dédicaces avec des gros noms alors que nous on est tout petits. Ah mais vraiment rien que pour ça, moi j'adore ce processus. Moi j'ai l'image de Olivier Coipel. Oh, mais c'est vrai. Qui me demande si je veux une bière. Ah oui. Et ça pour moi c'était irréel. Je suis pas à ma place là. Je m'étais noté un shonen sur le badminton. Oui, j'y rêve toujours. J'en rêve toujours. Il va falloir que je prenne le temps alors, soit j'écris tout seul. Alors écrire c'est tellement dur pour moi. Parce que là, il faudrait que je développe, que j'envisage quelque chose de plus ambitieux, au moins pour un premier récit, ou soit je m'adjoins le renfort de quelqu'un qui écrit. Affaire à suivre, mais oui, ça fait longtemps que j'en parle. Je me dis, je finirai bien par le faire. Ah ouais, ça c'est vraiment... Et moi, tout vient du dessin. Donc, et c'est toujours difficile d'envisager l'écriture. Et en même temps, si quelqu'un me propose quelque chose d'écrit, je sais qu'il ne faut pas que ça soit poussé trop loin, chaque détail par case, etc. Parce que ça aurait plutôt tendance à anesthésier mon dessin et même l'appétit pour le. C'est-à-dire, moi, j'essaie de trouver une voie entre. Parce que alors, la voie de l'impro, elle a ses limites. Je la rencontre régulièrement, où tu te retrouves dans une impasse, où les choses n'ont plus de sens, où tu es obligé de revenir en arrière et tu as travaillé, tu as mis des choses en place pour rien, tu as gaspillé de l'énergie pour rien. Donc voilà, je vois les défauts de l'impro aussi, même si à un moment donné, tu as une liberté d'action phénoménale. Mais il y a une voie entre l'impro et le trop écrit. Moi, ce que j'aime, c'est quand même réserver, que les grandes lignes soient là, qu'on a posé les caractères, un peu des dialogues et des choses comme ça, mais qu'à tout moment, on laisse... je le constate et je le crois toujours qu'à un moment donné, une forme du récit, où le récit aussi est influé par le dessin. La manière dont il se développe, etc. Et que des choses qui n'étaient pas prévues, parce qu'elles sont posées comme ça, dessinées comme ça, elles vont servir finalement à remanier l'écriture, ou elles vont influer sur l'écriture. Donc c'est cette voie qui est assez idéale, mais on ne la trouve pas toujours. Oui, c'est ça. Il faut trouver le juste milieu entre les intentions narratives et ce que tu vas créer. Ce que toi tu vas créer, ce que tu vas créer à partir de l'histoire qu'on te propose. Quoi. Oui. Et du coup, c'est toujours important. Enfin, je vois, et quand on travaille avec même sur des sujets plus courts, avec
dans le cadre de Topo ou la revue dessinée, où là ce sont souvent des journalistes qui proposent des textes. On a moins d'espace parce que ça reste des sujets de 10 pages, 15 pages, 20 pages. Donc on sent qu'on a moins de... On n'a pas la possibilité de s'étendre autant ou d'expérimenter des choses avec le dessin. Donc là, c'est aussi de ne pas devenir le seul illustrateur d'un texte, où je ne ferai que servir des images qui ne font que reproduire un peu ce qui est dit. Là aussi, même sur des formats plus courts comme ça, c'est de trouver le moyen de ok, voici ce qu'on doit dire, mais moi dessinateur, je dois aussi m'exprimer. Ouais. Mais après, ceux qui font Topo ou la revue dessinée, ce sont aussi des gens qui viennent du scénario de la bande dessinée. Et s'ils font appel à des dessinateurs, aussi ils ont un carnet d'adresses fabuleux maintenant, mais c'est aussi pour que les gens puissent s'exprimer à travers le dessin. Ouais, écoute, je crois que ça fait 1h03 qu'on parle. Et bon, j'ai un peu la dernière question bateau, mais que je trouverais quand même toujours intéressante sur... du coup, toi qui a eu un parcours assez peu commun, parce que du coup, tu t'es vraiment entré dans le monde de l'illustration assez tardivement. Tu as eu un emploi, je dirais, normal, ou plus dans la norme, assez longtemps. Quel conseil tu donnerais à un jeune créateur et on peut même élargir ça au rang de la création en général, de la musique ou de projets. Qu'est-ce qui t'a motivé, ou alors il y a un truc où t'as compris des choses C'est difficile de répondre parce que alors immédiatement je serais tenté de dire ne soyez pas aussi frileux et peureux que moi, lancez-vous. Et après, on a tous le droit de se tromper, on peut faire de la merde et la prochaine fois ça sera mieux, oui. Voilà. Mais c'est tester des trucs, tenter des trucs, voilà. Et voilà, n'attendez pas. Ouais, c'est ça. Il n'y a personne qui va venir vous chercher. Oui, voilà. Et lancez-vous parce qu'on ne va pas venir vous chercher, aller vers les autres et créer un maximum de liens avec ceux qui ont les mêmes pratiques que vous ou apparentés. Donc ceux qui dessinent, ceux qui écrivent, ceux qui éditent, etc. Il faut vraiment occuper le terrain, aller les voir, aller au-devant des autres. Ça, c'était quelque chose de très dur pour moi au début. Parce que j'ai une nature un peu timide, je suis peu démonstratif, etc. Donc là, il faut se faire violence des fois. Mais voilà, aller voir ceux qui dessinent. Dans ce cas-là, c'est le dessin qui nous intéresse. Mais ceux qui dessinent, pour ceux qui font de l'anime, aller voir ceux qui font de l'animation. Ceux qui écrivent, aller voir ceux qui écrivent. Et ça crée une espèce d'émulation. Et c'est aussi comme ça que se tissent des réseaux professionnels, mais aussi des réseaux d'amitié, très importants. Et puis tu rencontres quelqu'un, tu t'entends très bien avec lui, et c'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, qu'un projet va émerger, oui, et d'autres, ça sera plus rapide, mais c'est comme ça que des idées naissent, et puis tout simplement, des fois, des coups de main. Moi, des fois, j'ai des coups de bourre sur des projets. Mes collègues me donnent un coup de main sur la couleur. On m'a filé des renseignements sur la typo. Maintenant, j'ai une typo faite à ma main. Avant, je m'échinais. J'avais un truc fait sur le net. Il fallait que je réduise 1 à 1 tous les espaces entre les mots. C'était horrible. Et on m'a volontiers aidé à résoudre tous ces problèmes. Voilà, ça. Du coup, t'as fait ta typo. On a retouché ma typo. Et moi, j'avais cet outil qui était déjà pas mal, mais livré gratuitement et fait très rapidement sur le net, mais qui présentait quand même plein de défauts, notamment liés à des espaces, et je perdais un temps fou. C'est-à-dire, le temps que je gagnais à ne
plus devoir écrire à la main, Ouais. taper, je le perdais à modifier les espaces entre les mots. C'était ridicule. Avec le recul, c'était absurde comme situation. Mais ben voilà, c'est le fait d'être entouré régulièrement de dessinateurs qui a fait que ça, on n'est plus dans le dessin, on est dans une espèce de résolution technique d'un problème informatique ou je sais pas quoi. Et ben, c'est grâce à eux dans ce cas-là. Et il y a plein d'idées, et Bulge ne se serait pas fait si je n'avais pas été entouré de dessinateurs et de gens généreux comme ça. Voilà. C'est bien, c'est très bien, parfait. Merci. Merci beaucoup. C'est moi.